Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser car le micro-cravate n'a pas pris le son de la vidéo, tout simplement. Donc vous m'entendez très bien, mais avec le son le micro de l'iPhone et pas le micro-cravate. Donc le son est de moins bonne qualité que d'habitude et mille excuses, encore une fois. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, il se peut que de temps en temps il y ait des petits spoilers sur certains films, pas tous, mais voilà, et je vais pas prévenir avant. Donc si vous n'avez pas vu tous les films de Fincher, ou si il y en a que vous avez vu et qui vous intéressent que vous n'avez pas vu, je vous déconseille de regarder la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin, on va pas parler aujourd'hui de films que j'ai été voir au ciné. Aujourd'hui, je vous propose pas un point ciné, même s'il y en a encore un qui sortira dans quelques jours pour terminer l'année. On peut enfin continuer les vidéos normalement, un peu plus diversifiées. Et quoi de mieux pour ça que de vous proposer une vidéo dans un format que j'aime énormément, qui existe depuis très longtemps sur la chaîne. C'est un des premiers à avoir vu le jour, c'est le format clap. J'en ai sorti 15 jusqu'à présent. Je vous invite à aller voir la playlist qui est dédiée. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un 16e réalisateur. Comment se déroulaient les vidéos clap? Eh bien, c'est très simple. Je parlais de la vie et de la filmographie d'un réalisateur de façon assez brève, en quelques minutes. Suite à quoi, je donnais mon top 10 de ces films ou mon top 15, peu importe. J'ai quand même un peu changé le format et on va parler donc durant toute la vidéo de la vie et de la filmographie du réalisateur de façon chronologique, et je donnerai mon avis sur chaque film de façon un peu plus longue, un peu plus détaillée, suite à quoi à la toute fin de la vidéo je vous donnerai très brièvement le classement, mon classement des films de ce réalisateur. Ce sera comme ça à chaque fois, voilà, un petit changement dans le format qui je pense sera un peu plus agréable à suivre. Aujourd'hui, on va parler d'un des réalisateurs les plus populaires de tous les temps, l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération. C'est très étonnant d'ailleurs que j'en ai toujours pas parlé dans un clap. Il y a quelques jours, je me suis totalement refait la filmographie de David Fincher. Donc c'est parti, il a sorti depuis le début de sa carrière 12 films, on va les voir en revue. C'est parti pour la vie et la filmographie de David Fincher. David Fincher est né le 28 août 1962 à Denver, dans le Colorado, donc aux États-Unis. Très tôt passionné par le cinéma, il a d'abord dédié cette passion à la réalisation de nombreux clips musicaux avant de s'attaquer au grand écran. Ses films sont connus notamment pour être des drames biographiques ou des thrillers psychologiques, et sur l'ensemble de sa filmographie, il a obtenu pas moins de 40 nominations aux Oscars, dont 3 fois pour l'Oscar du meilleur réalisateur. Les thèmes favoris de David Fincher, qu'il aime bien inclure dans la plupart de ses films, sont assez nombreux. Déjà, on a la détresse de ces personnages qui sont désabusés par ce qui leur arrive, qui sont oui, voilà, dans une grande détresse, qui sont un peu ensevelis psychologiquement par les péripéties du film. Des personnages qui sont très souvent très imparfaits, voire carrément détestables. David Fincher aime aborder dans ses films la dangerosité du monde, l'insécurité du monde dans lequel on vit, mais surtout forcément des États-Unis, puisque la plupart de ces films se déroulent aux États-Unis. Les dérives d'une société assez dangereuse qui peuvent de temps en temps plonger ces personnages dans une emprise psychologique, une descente aux enfers, une instabilité psychologique progressive ou non. Pour ce qui est de ses habitudes techniques, il est assez fréquent dans les films de David Fincher qu'un narrateur nous narre l'histoire tout simplement directement en voix off. C'est généralement même tout le temps un personnage du film. Les mouvements de caméra sont assez nombreux mais à la fois assez lents. La photographie est souvent très froide, très terne. David Fincher est aussi connu pour sa direction d'acteur irréprochable, mais ça on en reparlera bien sûr. Et on commence avec le premier film de David Fincher, qui est l'un de ses plus différents, l'un des plus différents de sa filmographie, l'un de ceux qui se démarque le plus. C'est bien évidemment le film Alien 3, sorti en 1992. Bitch is back. Alien 3. C'est, comme son nom l'indique, la suite d'Alien 2, suite d'Alien le 8e passager, réalisé par Ridley Scott. Alien 2 était réalisé par James Cameron. Ici, c'est donc David Fincher qui s'occupe du troisième film de la saga, dans lequel Ellen Ripley, survivante des dernières péripéties de la saga, atterrit sur une planète qui s'appelle Fiorina 161 plutôt, une planète qui abrite un centre pénitentiaire entièrement peuplé d'hommes, sauf que, petit problème, la créature, l'alien, l'a suivi dans son vaisseau.
David Fincher parvient quand même assez bien à mettre sa patte dans un film dans lequel il n'avait pas forcément un nombre illimité de liberté, on va dire. Mais ça reste un film Alien qui est assez réaliste par rapport aux deux autres. On ressent moins le côté science-fiction et on ressent beaucoup plus le côté thriller. Comme pour ce qu'il fera après dans ses films, Fincher privilégie une direction artistique assez sobre avec des costumes, des décors vraiment simples. La photographie est peut-être plus intéressante, plus sombre et voilà, visuellement c'est plus simple, mais je trouve ça plus intéressant et ça montre aussi parfaitement ce que Fincher va avoir tendance à nous proposer par la suite. Les acteurs sont super bons, mieux que dans les deux premiers. Pour ce qui est de la patte artistique, encore une fois, de Fincher, ben, on retrouve pas mal d'éléments, notamment la thématique des personnages désabusés. Bon, là, c'est un peu une thématique qui revient très souvent dans la saga Alien, même s'il n'en a réalisé qu'un seul. Mais je trouve que ça lui va très bien, le fait que les personnages soient débordés par le fait qu'ils puissent se faire bouffer d'une minute à l'autre par un alien. On ressent vraiment bien leur détresse, c'est très très bien filmé, Fincher sait bien faire ça. Cette suite est scénaristiquement plus intéressante que le film de Cameron, je trouve, qui était vraiment un copier-coller du premier film. Oui, je précise, David Fincher n'a écrit aucun de ces films. David Fincher n'est pas un scénariste. Gros défaut du film par contre, je trouve qu'il met beaucoup trop de temps à démarrer. On introduit, on développe déjà des personnages avant même que l'intrigue principale ne démarre, et c'est des personnages dont au final on s'en fiche un petit peu puisqu'on sait quand même qu'ils vont se faire bouffer 20 minutes plus tard. C'est loin d'être mon film de David Fincher préféré parce que c'est un film assez simple, c'est un film Alien, c'est pas mon film préféré de la saga non plus, mais on y retrouve beaucoup d'éléments propre à David Fincher, même si à l'époque on le connaissait pas. Et c'est très intéressant, je trouve, pour découvrir sa filmographie, son style et ce qu'il nous proposera après. 3 ans plus tard, David Fincher sort enfin son vrai premier film, puisque Alien c'est un peu un film de la saga Alien, de la Fox, mais c'est Fincher qui a été désigné pour le réaliser. Mais là c'est vraiment son film à lui, c'est le film Seven. Ever seen anything like this? No. 7. On y suit l'aventure d'un policier presque à la retraite joué par Morgan Freeman qui s'appelle William Somerset, qui va devoir, donc juste avant sa retraite, collaborer avec un nouveau policier très jeune qui s'appelle David Mills, qui est joué par Brad Pitt. Ensemble, ils vont découvrir un meurtre assez macabre d'un homme obèse que le tueur a forcé à manger jusqu'à ce que mort s'en suive. Et petit à petit, à force de découvrir d'autres meurtres, ils vont se rendre compte que ces meurtres sont fortement liés entre eux. Le film est écrit par Andrew Kevin Walker, qui a notamment scénarisé le film Sleepy Hollow de Tim Burton, donc très macabre aussi, même si c'est très différent, mais également The Killer, le dernier film de David Fincher dont on parlera plus tard. David Fincher trouve ce qui lui correspond parfaitement avec ce film, c'est-à-dire le film policier, puisque l'une des grandes spécialités de David Fincher, c'est de filmer notamment des objets. C'est ce qu'on appelle un insert, c'est un gros plan sur un objet. On en retrouve très souvent dans les films policiers, notamment pour filmer les indices, et il aime vraiment faire ça. Donc ça lui correspond bien. En plus d'être un film policier, c'est un thriller psychologique où on suit l'évolution psychologique de certains des personnages, ce qu'il aime particulièrement filmer aussi, il le fait super bien. Premier film de Fincher qui se déroule sur Terre, mine de rien, parce que Alien 3 ça se déroule sur une autre planète, c'est un film de science-fiction. Il peut enfin proposer le thème qui reviendra très souvent dans ses films, c'est-à-dire la dangerosité du monde, la dangerosité des États-Unis, puisque là on suit un tueur en série, au final, enfin on suit pas un tueur en série, mais on suit l'évolution de ses meurtres et de l'enquête. Via le personnage de la femme de David Mills qui est joué par Gwyneth Paltrow, on suit aussi l'anxiété que les gens peuvent avoir avec cette société très dangereuse, peut-être trop dense, trop dynamique, surtout dans les grandes villes. Les personnages sont géniaux, les acteurs sont incroyables, c'est les meilleurs, peut-être une des meilleures performances de Brad Pitt et une des meilleures performances de Kevin Spacey qui joue un personnage beaucoup plus complexe pour le coup, qui est très difficile à analyser. C'est un peu le seul truc complexe dans ce film parce que mine de rien c'est une histoire très simple mais pourtant extrêmement efficace, qui est mine de rien l'une des principales forces de David Fincher et surtout du film policier. Le rythme est incroyable, hyper soutenu, l'enquête est très palpitante, l'histoire est géniale à suivre, c'est très divertissant, ça passe à une vitesse folle. C'est un film absolument génial, incroyable, que je vous conseille à tous si vous ne l'avez jamais vu, mais j'en doute puisque c'est un film
qui est aujourd'hui cultissime. 2 ans plus tard seulement, 1997, David Fincher sort son 3e film qui s'appelle The Game. They make your life fun. On y suit l'histoire de Nicholas Van Orton, un homme d'affaires joué par Michael Douglas, qui est assez seul, mine de rien, dans sa vie, et qui reçoit le jour de son anniversaire par son frère Conrad, qui est joué par Sean Penn, un cadeau qui va s'avérer être en fait un jeu dont Nicholas ne va au départ pas vraiment comprendre le principe ni les règles, mais il va peu à peu s'en rendre compte au fur et à mesure où le film avance. Il va même se rendre compte que le jeu est une partie intégrante de sa vie et que des conspirateurs inconnus veulent potentiellement s'en prendre à lui. Ici pour le coup on n'est pas sur un film policier, on est sur un vrai thriller psychologique, hein. C'est vraiment la seule catégorie dans laquelle on peut ranger ce film, puisque c'est un thriller. On sait pas, nous comme Nicolas, on sait pas en quoi le jeu consiste. Du coup on veut en savoir plus, et plus le film avance, plus on a envie de savoir, parce qu'il se passe de plus en plus de trucs. Donc c'est un vrai thriller, mais en plus c'est un thriller psychologique forcément, puisque comme le personnage principal qu'on suit tout au long du film ne sait rien de ce qui lui arrive, lui aussi commence un peu à perdre la boule, ce qui est, vous l'aurez compris déjà, quelque chose d'assez récurrent dans les films de David Fincher. Niveau technique, ça change un peu de Seven, puisque y a moins d'inserts, il y en a quand même, hein, parce que le jeu c'est quand même quelque chose d'assez matériel au final, donc il faut filmer des objets, mais je trouve qu'il prend plus le temps pour le coup de filmer la psychologie de ses personnages, ou en tout cas de son personnage, parce que là il n'y en a vraiment que un qui est dans une détresse horrible, et je trouve qu'il le fait très bien, puisque quand on compare la performance et la manière dont est filmé Michael Douglas au début du film et à la fin, c'est vraiment différent. Quelque chose d'assez différent aussi, je trouve que les scènes un peu plus dynamiques, comme les scènes de course-poursuite ou les scènes où il se passe des choses un peu plus intéressantes, sont filmées plus calmement que dans Seven ou dans Alien, pour la simple et bonne raison que dans Alien, on suit le film du point de vue des futures victimes de l'alien, donc c'est normal que la caméra bouge dans tous les sens, parce que voilà, comme eux, on a un peu envie de courir, de s'échapper. Pour Seven, c'est à peu près pareil, il n'y a pas beaucoup de scènes comme ça, mais dans la scène de course-poursuite, notamment entre David et le tueur, pareil, comme on suit David et William, on a envie de rattraper le tueur, et donc c'est normal que la caméra bouge très vite. Par contre ici, j'ai plus l'impression que Fincher essaie de nous faire comprendre que le film, on le suit du point de vue des conspirateurs et pas du point de vue de Nicolas. C'est pour cette simple raison que quand des scènes où Nicolas court sont montrées, on ne suit pas Nicolas avec une caméra qui bouge dans tous les sens, mais une caméra fixe qui filme Nicolas en train de courir, tout simplement. Je trouve que c'est très intéressant. À nouveau, les acteurs sont extraordinaires. Michael Douglas, je ne le présente plus, c'est un acteur absolument génial. Sean Penn, pareil. Ils n'ont pas beaucoup de scènes à deux, mais dans une de leurs scènes à deux, il y a une dispute, notamment plus ou moins au milieu du film, qui est là pour moi une des meilleures scènes du film. Vraiment, les deux acteurs sont exceptionnels. C'est vraiment leur meilleure scène. Comme je l'ai dit, le spectateur n'en sait pas plus que Nicolas, ce qui rend le film assez intéressant, mais c'est à double tranchant ce choix, parce que comme on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on n'est pas forcément captivé à 100% par le film. Voilà, comme on peut s'attendre à tout, on se dit tout peut arriver, donc au final voilà, je trouve qu'on pourrait être plus captivé par le film, et j'avoue aussi ne pas vraiment avoir compris la fin, ne pas avoir compris le message que Fincher essaie de nous transmettre. La fin, je suis totalement passé à côté. Franchement, j'ai bien aimé le film, mais la fin est pour moi catastrophique. Le rythme en général est assez mauvais, je trouve. Peut-être à cause de la mise en scène de Fincher, peut-être, même si elle est plus intéressante. Même si elle est intéressante par rapport au scénario, peut-être qu'elle aussi elle a un côté double tranchant, et elle fait que le film est peut-être un peu moins agréable à suivre et moins divertissant, mais ça reste un bon film que je vous conseille. À nouveau 2 ans plus tard, en 1999, David Fincher réalise l'un des films les plus cultes de tous les temps, et peut-être son film le plus culte de toute sa filmographie, c'est bien sûr le film Fight Club. Fights will go on as long as they have to. And the 8th and final rule. This is your first night at Fight Club. You have to fight.
I want you to. On y suit l'histoire d'un jeune homme dont on ne connaît absolument pas le nom, qui est joué par Edward Norton, qui est dans une situation assez peu enviable et qui va, pour y remédier, s'inscrire en quelque sorte dans ce qu'on appelle le Fight Club. Il va donc rencontrer Tyler Durden, qui fait partie du Fight Club, qui est joué par Brad Pitt, ainsi que Maria, qui est jouée par Helena Bonham Carter. Le film est écrit par un certain Jim Uhls, qui s'est inspiré du livre Fight Club, sorti 3 ans plus tôt, en 1996, écrit par Chuck Palahniuk. Ici, pour le coup, on est sur une mise en scène qu'on peut assez facilement comparer à celle de Seven, donc c'est-à-dire quelque chose de très sombre, de très mélancolique, mais à la fois un peu plus déjanté quand même que dans Seven, puisque Seven c'est un film policier assez simple, avec une histoire assez concrète, et donc il n'y a pas forcément besoin d'être dans l'extravagance technique. Là c'est très différent, c'est un film qui est beaucoup plus complexe. Je pense qu'on est sans aucun doute sur la meilleure performance d'Edward Norton, la meilleure performance de Helena Bonham Carter et peut-être la meilleure performance de Brad Pitt aussi. Les acteurs sont juste exceptionnels dans ce film. Au niveau des messages, Fincher se lâche pour la première fois, je pense, dans sa filmographie, plus que dans Seven où au final il dénonce des évidences. Là pour le coup on est sur quelque chose d'un peu plus politique. Il y a une grosse critique du capitalisme qui est présente dans le film, et même la société en général, qui fait que les personnages du film sont au point de se battre, de ressentir une autre douleur pour se changer les idées et ne pas ressentir la douleur qu'ils ressentent dans leur vie de tous les jours. On est quand même sur un thriller sombre, mélancolique, extrêmement mémorable. Le twist de fin est un des plus imprévisibles de l'histoire du cinéma et un des plus cultes. Donc non, franchement, on est sur un film exceptionnel qui a très peu de défauts, en tout cas pas des défauts très importants. Et voilà, on est sur clairement un de ses meilleurs films. On poursuit avec un film sorti 3 ans plus tard en 2002, premier film de David Fincher sorti au 21e siècle. Et un film, c'est quand même un de ses moins connus, je trouve, et pourtant c'est un film que je trouve superbe. C'est le film Panic Room. What is he doing? They're locking us in. On y suit la mésaventure de Meg et de sa fille, jouée par Jodie Foster et Kristen Stewart, qui viennent d'emménager dans une grande maison new-yorkaise et qui, dès la première nuit, vont être victimes d'un cambriolage mené par trois méchantes personnes, jouées par Forest Whitaker, Jared Leto et un troisième, j'ai oublié c'était qui. Quand elles se rendent compte qu'elles se font cambrioler, elles se réfugient dans une chambre forte. C'est quelque chose qui est assez commun aux États-Unis, les chambres fortes. Au cas où tu te fais cambrioler ou que tu te fais attaquer chez toi, et bien tu te réfugies dans cette chambre forte que tu verrouilles. Voilà, c'est un peu triste d'arriver à ce genre d'infrastructure, mais bon, pas le choix. Et on suit l'avancée du cambriolage et de l'état psychologique de la mère et de sa fille. C'est donc un film que j'ai trouvé extrêmement divertissant. Un scénario qui est hyper bien écrit, hyper bien ficelé, qui est palpitant. Je trouve qu'on est peut-être sur la mise en scène la plus intéressante de Fincher, la plus belle en tout cas, vraiment, avec des mouvements de caméra qui sont hyper intéressants, hyper innovants je trouve, et qui donnent une vraie âme au film. Je trouve que avec ce 5e film, il décide un peu de mélanger 3 de ses 4 premiers films, à savoir déjà Alien 3 avec la détresse des personnages. On peut comparer l'Alien au cambrioleur et Ellen Ripley à Jodie Foster et Kristen Stewart, enfin à Meg et sa fille. Donc Alien 3, Seven pour la dangerosité du monde dans lequel et l'insécurité aux États-Unis, puisque voilà, c'est des voleurs qui débarquent dans une maison et l'insécurité aux États-Unis est telle que y a carrément une chambre forte dans la maison pour se réfugier. L'emprise psychologique des personnages, et ça c'est plus une thématique en lien avec The Game. Voilà, dans The Game, Nicolas il est dans une emprise psychologique totale à cause de son jeu, et là ils sont dans une emprise psychologique totale à cause de ce qui leur arrive. Elles sont enfermées, on va dire, dans cette chambre forte, et par cette insécurité constante. Et dans The Game, c'est pas une insécurité, mais voilà, Nicolas est enfermé dans ce jeu, et dans ce jeu dont il ne peut plus sortir. Les acteurs sont super bons. Par contre, j'ai pas trop compris les intentions des voleurs. J'ai pas trop compris pourquoi ils restaient, pourquoi est-ce qu'ils vont pas juste chercher ce qui leur
qu'on vient et après partir, pourquoi il reste. Bon, bien évidemment, s'il reste pas, il n'y a pas de film, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas trop compris. C'est un peu le gros défaut, je trouve, du scénario. Si vous avez l'explication, n'hésitez pas du tout à me le dire dans les commentaires. Je peux carrément tomber à côté de quelque chose. Mais voilà, c'est ce que j'ai pas compris. Mais à part ça, le film est vraiment génial. Un vrai Fincher, un vrai thriller psychologique. Un film très sombre et très divertissant, très dynamique. Et non, franchement, j'ai adoré, n'hésitez pas à le voir, parce qu'encore une fois, c'est un des films les moins connus de Fincher, et je trouve que plus de gens devraient l'avoir vu. D'ailleurs, le film est écrit par nul autre que David Koepp, qui est le scénariste de Jurassic Park, mais également de Indiana Jones 4 et 5, mais aussi de Mission Impossible, quand même. Après ça, David Fincher fait une petite pause de 5 ans avant de revenir au cinéma avec un film, je pense que c'est son plus long, ou en tout cas un de ses plus longs, et un film vraiment génial, un nouveau film policier après Seven, c'est le film Zodiac sorti en 2007. I wouldn't tell you. Are you sure there's nobody else in the house? On est donc sur le deuxième film policier de David Fincher, mais également sur le premier film qui se base sur des faits réels, puisque Zodiac était un vrai tueur en série américain qui commettait ses meurtres dans les années 60, donc comme dans le film. Et donc voilà, donc on suit l'évolution de l'enquête et sur ce tueur via notamment le personnage de Robert Graysmith qui est joué par Jake Gyllenhaal, qui est un vrai personnage qui a réellement enquêté sur Zodiac à l'époque, ce qui n'était d'ailleurs pas son métier puisque il était dessinateur de presse. Et donc voilà, c'est une histoire vraie qui est d'ailleurs basée sur les mémoires de Robert Graysmith qui ont été publiées en 1986. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour Seven, Fincher est un maître en la matière pour ce qui est de filmer des films policiers, que ce soit au niveau des inserts ou de la détresse de ses personnages, ce qui est des thématiques assez, j'ai envie de dire, presque indispensable dans un bon film policier. On retrouvait ça dans Seven, on retrouve ça aussi dans Zodiac. C'est plus ou moins les mêmes thèmes qui reviennent, l'insécurité aux USA, la dangerosité du monde. Il y a aussi un côté un peu descente aux enfers via le personnage de Robert Downey Jr. qui sombre dans l'alcool, dans la drogue, à force de ne pas trouver qui est ce putain de tueur. Le personnage de Mark Ruffalo, lui, perd son boulot, celui de Jake Gyllenhaal perd sa famille, bref. Ce tueur dont personne ne connaît l'identité, fait véritablement sombrer les trois principaux enquêteurs qui enquêtent sur lui. Encore une fois, une photographie assez terne, assez lugubre de Harry Savitz qui a notamment bossé sur The Game. D'ailleurs, j'ai été très surpris de voir que le directeur de la photographie de Zodiac n'était pas le directeur de la photographie attitré de Fincher, puisque là on est vraiment sur la photographie la plus Fincher de tous les films de Fincher. Vraiment, tu me montres un plan du film, peu importe lequel, je peux te dire que c'est un film de Fincher. Vraiment. C'est une histoire vraie, mais qui est à la fois assez bien romancée par le scénariste plutôt, notamment de Scream 5 et de Scream 6, mais également de X-Men Origins Wolverine. On veut savoir qui est derrière tous ces meurtres, on veut vraiment savoir qui c'est, donc c'est assez captivant, c'est assez palpitant, c'est un peu comme Seven en fait, mais c'est beaucoup plus long pour le coup. Donc c'est un super film policier que je conseille à tout le monde. On poursuit en 2008, donc 3 ans plus tard, avec... non, 1 an plus tard seulement, avec un film très différent, là pour le coup, de David Fincher, qui est lui aussi basé sur un livre, c'est le film L'étrange histoire de Benjamin Button. Some things last. En 1918, alors que les États-Unis viennent de gagner la Première Guerre mondiale, naît à la Nouvelle-Orléans un garçon du nom de Benjamin Button qui a l'étrange particularité physique de naître physiquement à 80 ans. Il va tout au long de sa vie rajeunir au lieu de vieillir comme une personne normale. C'est Eric Ross qui se charge du scénario en se basant sur la nouvelle de F. Scott Fitzgerald sortie en 1922. Eric Ross, c'est notamment le scénariste de Forrest Gump, A Star is Born, plus récemment Dune, et très récemment aussi Killers of the Flower Moon. Ici on est sur quelque chose de très différent de d'habitude, c'est pas du tout les mêmes thèmes qui reviennent, on a presque l'impression de voir un film qui n'est pas fait du tout par David Fincher, mais c'est cool parce que il tente quelque chose de nouveau et je trouve que ça lui réussit très très bien. Ici c'est plus des thèmes un peu... Enfin non, c'est quand même assez mélancolique au final, hein. C'est un petit peu comme dans beaucoup de ses films, mais c'est quand même assez différent la manière dont c'est raconté, puisque là c'est plus des thématiques,
le temps qui passe, l'éphémérité de la vie, ce que ça peut représenter pour certaines personnes, les péripéties de la vie qui s'enchaînent et qui font grandir les gens. Tout ça via le personnage de Benjamin Button qui subit ça plus que n'importe qui, puisque lui, au lieu de vieillir, il rajeunit, ce qui fait que pendant qu'il voit ses proches mourir ou vieillir, lui, il devient de plus en plus jeune, donc c'est quand même assez compliqué. On a droit pour la première fois à des scènes assez patriotiques de la part de David Fincher, notamment au tout début, lorsque les États-Unis gagnent la Première Guerre mondiale, enfin quand les Américains fêtent ça. Une scène notamment qui parle de Pearl Harbor, mais également des scènes aussi romantiques. C'est la première fois qu'on voit ça aussi, parce qu'il n'y avait jamais eu d'histoire d'amour avant dans les films de Fincher, en tout cas pas des histoires d'amour sérieuses, pas des histoires d'amour qui faisaient vraiment intégralement partie du scénario. Ici c'est vraiment le cas. Brad Pitt est à nouveau exceptionnel, tout comme Cate Blanchett, qui joue le personnage féminin principal, la copine on va dire de Benjamin. Il faut savoir que Brad Pitt a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal, il ne l'a pas gagné malheureusement. Fincher reste assez fidèle à lui-même dans sa réalisation, ça reste plus calme que d'habitude puisque l'histoire est plus calme, mais voilà, on a le droit quand même à de jolis mouvements de caméra, des plans hyper bien pensés, qui restent en tête. C'est très agréable à voir, c'est presque apaisant comme film. L'histoire est juste magnifique, les personnages sont super attachants, le film passe super vite et pourtant il est assez long. Donc non, à ce niveau-là, franchement rien à dire, c'est un film exceptionnel. 2 ans plus tard, David Fincher nous sort l'excellent film The Social Network. I believe I deserve some recognition from this board. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? On y suit l'histoire d'un certain Mark Zuckerberg, joué par Jesse Eisenberg, qui va pirater tout simplement le système informatique de l'université d'Harvard dans laquelle il était élève au moment où se déroule le film, et pour y installer tout simplement une base de données de toutes les filles du campus pour faire rire ses camarades, ce qui va créer une grosse controverse forcément à Harvard, mais qui pourtant va créer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Facebook. Et oui, c'est une sorte de biopic au final sur le créateur de Facebook, même si ce même créateur, c'est-à-dire Mark Zuckerberg, le vrai, nie beaucoup de choses qui sont racontées dans le film. Film dont le scénario est inspiré d'un roman de Ben Mesrich sorti en 2009, soit seulement 1 an avant la sortie du film, qui s'appelle toujours The Accidental Billionaires, donc les milliardaires accidentels, dont c'est donc basé Aaron Sorkin, qui scénarise le film. Aaron Sorkin, c'est notamment le scénariste et réalisateur des 7 de Chicago, mais également le scénariste de Steve Jobs, le film sur Steve Jobs. C'est, il me semble, le premier film de David Fincher qui ne soit pas raconté de façon linéaire. C'est son premier scénario, on va dire, non linéaire, c'est-à-dire voilà, qui va raconter quelque chose, puis qui va faire un flashback, puis qui va revenir dans le présent, puis reflashback, etc. Bref, qui va mélanger plusieurs timelines, ce qui peut être très intéressant et ce qui peut même aider à la compréhension du film. Et là, pour le coup, je trouve que c'est parfaitement le cas et David Fincher s'en sort très bien, puisqu'il y a des réalisateurs qui ne savent pas faire ça. J'en avais parlé d'ailleurs quand j'ai parlé de Oppenheimer, je trouvais que Christopher Nolan ne savait pas faire ça, mais je trouve que Fincher s'en sort très bien. C'est presque indispensable une réalisation comme ça, puisque on suit la création de Facebook, mais également les différents procès qui vont suivre avec certains personnages du film, et donc forcément Mark Zuckerberg. Donc on parle des procès, puis on fait un flashback pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on en est arrivé là, et donc en même temps qu'on comprend comment est-ce qu'on en est arrivé à un procès, à un tel procès, on comprend aussi comment Facebook est né et comment les personnages ont évolué, et je trouve que c'est hyper intéressant. À nouveau des personnages assez imparfaits, forcément Mark Zuckerberg qui est présenté comme quelqu'un de pas super sympathique au final, qui est présenté assez négativement dans le film. Je pense que c'est la principale raison pour laquelle Mark Zuckerberg s'est un peu énervé sur David Fincher et sur les créateurs du film, qu'il a dit que voilà, ce qui était raconté dedans, c'était pas la réalité. Par contre, ce qui est très 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 différent dans ce film-là par rapport aux autres films de Fincher, c'est que dans les autres films de Fincher, les personnages, et généralement le personnage principal, on suit une évolution psychologique qui est assez négative. Voilà, il est de plus en plus psychologiquement atteint, dans une détresse, etc. Jusqu'à presque en perdre la boule pour certains. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Vraiment, Zuckerberg est serein du début
à la fin, il garde la même tête, il est toujours comme ça. Il sait très bien qu'il lui arrivera jamais rien et c'est très surprenant. Fincher essaie quand même d'inclure des thèmes qu'il aime bien dans son film, même si c'est des éléments qui sont peut-être un peu plus secondaires. La descente aux enfers, notamment via le personnage d'Eduardo, mais également les dérives de la société via cette thématique qui revient très souvent des réseaux sociaux et des dangers que ça peut apporter. C'est quand même apporté au scénario de façon beaucoup plus légère que d'habitude et beaucoup plus secondaire, mais ça a le mérite d'être là. Le roman dont est tiré le scénario du film est en fait un essai. Donc un essai, c'est un texte dans lequel on avance une thèse et on donne des arguments pour que cette thèse soit approuvée par un maximum de personnes. Et donc c'est un récit dans lequel par définition on donne son avis et on donne des arguments. Et là pour le coup je trouve que adapter un film qu'on essaie de faire passer pour un biopic en adaptant un essai, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. J'aurais peut-être préféré qu'Aaron Sorkin développe vraiment la véritable, je sais pas, mais en tout cas, développe l'histoire de Facebook et de Mark Zuckerberg de façon beaucoup plus objective, puisque là, même si c'est vrai, j'en sais rien du tout, je sais pas du tout ce qui s'est vraiment passé, mais mettons que c'est ce qui se passe dans le film et ce qui s'est réellement passé en général dans la vraie vie. Ça reste quelque chose qui est très maladroit, puisque quand tu adaptes au cinéma un essai, c'est que toi-même tu prends parti contre du coup en l'occurrence Mark Zuckerberg, et c'est vrai que c'est assez gênant. Visuellement c'est pas le film le plus mémorable de David Fincher, mais ça reste agréable à voir. La photographie doit être un peu plus chaude que d'habitude, c'est comme dans Benjamin Button. Et Jesse Eisenberg est exceptionnel dans le film, il a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal, il ne l'a pas gagné mais quand même. Donc non, c'est un super film, même s'il a des défauts, mais franchement j'ai vraiment bien aimé le revoir. Seulement un an plus tard, David Fincher décide d'adapter un nouveau roman, enfin pas un nouveau roman mais une nouvelle adaptation, il décide de faire une nouvelle adaptation de roman, c'est-à-dire Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. On y suit l'histoire de Michael Blomqvist, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est joué par Daniel Craig, un journaliste suédois qui est engagé par un des plus puissants hommes d'affaires suédois, c'est-à-dire Henrik Wanger, qui est joué par Christopher Plummer, qui l'engage pour enquêter sur le décès, sur le meurtre de sa nièce, qui a eu lieu des années et des années auparavant, des décennies même, puisqu'il est persuadé que sa nièce a été en fait tuée par un membre de sa famille. C'est donc à la base un roman de Stieg Larsson sorti en 2005 à titre posthume qui s'appelait Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, dont s'est donc inspiré un certain Steven Zayan, scénariste de Hannibal, de Mission Impossible à nouveau, mais également de La Liste de Schindler. On est sur le premier film de David Fincher, après Alien 3, qui ne se déroule pas aux États-Unis, puisqu'il se déroule, comme je l'ai dit, en Suède. C'est très intéressant d'un point de vue scénaristique, puisque les pays nordiques sont d'excellents théâtres de films policiers, et ça colle aussi très bien d'un point de vue esthétique, puisque comme on est dans des pays froids, la photographie sombre, terne que Fincher aime bien appliquer dans ses films, colle parfaitement à l'ambiance scandinave. Le film conducteur du film, c'est forcément l'enquête sur laquelle travaille Michael, mais c'est moins divertissant, peut-être moins palpitant que dans Seven ou dans Zodiac, mais en même temps, c'est un fil conducteur qui a pas mal d'affluents, j'ai envie de dire. Voilà, et on se concentre aussi sur d'autres choses dans le film, notamment sur le développement de certains personnages. On prend le temps de les introduire, de les intégrer correctement à l'histoire, et j'ai trouvé ça cool. Le fait que Fincher fasse un film qui se déroule en Europe, c'est très intéressant aussi, parce que ça développe un peu, ça rend plus vaste encore sa thématique, l'une de ses thématiques préférées, qui est la dangerosité, l'insécurité, qui était plutôt concentré sur les États-Unis. Là ça se concentre vraiment sur le monde entier, ce qui rend le style de Fincher encore plus dark, et donc c'est très cool. Ici le côté dangerosité, c'est forcément le meurtre et l'enquête de Michael, mais aussi ce qui arrive au personnage féminin qui est joué par Rooney Mara, je me souviens plus de son prénom. On a droit à plusieurs thèmes récurrents chez Fincher, l'emprise psychologique que subit le personnage de Rooney Mara sur son
par son tuteur. Le fait qu'elle soit très imparfaite et désabusée puisqu'elle se prostitue pour se payer à manger quand même. Fincher fait du Fincher, hein, techniquement, comme je l'ai dit, c'est une photographie très froide, très terne. Il y a beaucoup d'inserts forcément parce que c'est un film policier. 3e film policier d'ailleurs de David Fincher. Mouvement de caméra lent, long, assez agréable. Malheureusement, les révélations sont beaucoup trop prévisibles, ce qui est assez rare dans les films de Fincher et ce qui m'a vraiment déçu. Pour le coup, la révélation de qui est le tueur, perso, je la sentais venir dès que j'ai vu le personnage. J'ai l'impression que David Fincher a essayé de faire une sorte de James Bond à sa sauce. Alors, un James Bond beaucoup plus Fincher que les James Bond originaux, mais je suis quand même pas totalement convaincu. Le méchant est assez caricatural et sans intérêt. On nous dit des trucs qui sont pas du tout crédibles. Le film est, je trouve, beaucoup moins subtil que d'habitude et c'est assez dommage. Par contre, les acteurs sont vraiment bons. D'ailleurs, Rooney Mara a été nommé à l'Oscar. Assez bon film policier. C'est pas le meilleur Fincher, mais franchement, j'ai quand même été agréablement surpris. Et non, franchement, je vous le conseille dans l'ensemble. On poursuit avec un film sorti en 2014 qui s'appelle Gone Girl. This man may truly kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one? Actually, I've never found that to be true. On y suit la mésaventure de Nick, qui est joué par Ben Affleck, qui, le jour de son 5e anniversaire de mariage avec sa femme Amy, se rend compte qu'elle a tout simplement disparu. Il décide d'appeler la police et on suit l'enquête tout simplement pendant le film et on se rend compte aussi de quelques révélations assez surprenantes. Le film se base sur un livre de Gillian Flynn sorti en 2012, soit 2 ans auparavant. Gillian Flynn qui participe d'ailleurs au scénario du film. À nouveau, on a droit à plusieurs timelines différentes, ce que Fincher sait définitivement bien faire et c'est à nouveau, peut-être pas indispensable, mais en tout cas très important dans ce film-là pour qu'on savoure l'histoire pleinement, j'ai envie de dire. C'est un film qui est scénaristiquement très surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. Plus le film avance, plus on en apprend, et notre perception des personnages, elle change radicalement du tout au tout, très subitement, au même rythme que leur place dans le film change, et ce, plusieurs fois. On se demande plusieurs fois qui est la vraie victime de Fincher, et ça crée presque une interaction entre le spectateur et le film. On a un message assez différent de ce que Fincher a l'habitude de nous proposer. Là, on va beaucoup parler de la médiatisation de certaines affaires, du fait qu'il faille pas forcément se fier à ce que les médias disent, et essayer de garder un certain libre arbitre, ne pas se faire influencer par l'opinion populaire et garder une certaine objectivité pour juger quelqu'un ou une affaire ou quelque chose. Il y a donc plusieurs thèmes qui sont abordés, hein, comme je l'ai dit, l'influence des médias, le fait que on a tendance à juger trop rapidement une affaire, ce qui est parfois hélas justifié puisque dans le film ça l'est totalement, hein. Le fait qu'on juge mal l'affaire, en même temps oui, qu'est-ce que tu veux croire d'autre? Via le personnage de Nick, on a beaucoup de thèmes que Fincher aime beaucoup, l'emprise psychologique, la descente aux enfers, l'instabilité psychologique. Techniquement on est sur du vrai Fincher, une narration en voix off, une photographie froide et terne, sombre, tout ce que vous voulez, des mouvements de caméra longs, lents, des acteurs géniaux. Rosamund Pike qui joue Amy a été nommée aux Oscars à nouveau, bref, un vrai putain de bon Fincher et une histoire extrêmement surprenante, extrêmement captivante, palpitante et un film que j'ai trouvé génial. C'est la première fois que je le voyais pour cette vidéo, je l'avais jamais vu avant, très étonnamment, c'était le seul film, non, c'était l'un des 2 seuls films de Fincher que je n'avais jamais vu. On continue avec un film sorti en 2020, donc très récemment. Il a été nommé plusieurs fois, beaucoup de fois à l'Oscar 2021. J'avais fait des vidéos sur les Oscars 2021 et j'avais parlé de ce film. C'est le film Manque. All you can hope is to leave the impression of what? Why Hurst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. Are you familiar with the parable? Le film se déroule dans le Los Angeles des années 30 et suit l'histoire de Herman J. Mankiewicz, qui est plus connu sous le nom de Mank, qui n'est autre que le scénariste de Citizen Kane et qui va, le temps de se remettre de sa blessure à la jambe, se consacrer à l'écriture de Citizen Kane. Le film a été écrit par Jack Fincher, qui n'est autre que le père de David Fincher, qui est mort en 2005. Donc le film sort un peu à titre posthume, entre guillemets. Mais il faut savoir que Fincher voulait faire Manque juste après The Game, donc à l'époque où son père était encore en vie. Il va mort en 2005, il est mort en 2003, donc ouais, quelques années après The Game. On est techniquement sans doute sur le film de David Fincher le plus différent, puisqu'il n'y a pas de photographie terne ni froide, puisqu'on est sur un film
en noir et blanc, c'est la première fois que Fincher fait ça. Une mise en scène basique avec, je trouve, moins de mouvements de caméra, moins de trucs un peu intéressants. Des plans moins longs, beaucoup de champs contre champs qui s'enchaînent assez rapidement. Fincher délaisse ses thèmes favoris pour se pencher sur un film scénaristiquement un peu différent et un peu plus simple, qui nous donne des informations sur un personnage, enfin sur quelqu'un qui a réellement existé, tout en rendant hommage au Hollywood des années 30. On est également très loin du rythme soutenu que Fincher a l'habitude de nous proposer dans ses films. C'est sans doute dû à la narration non linéaire qui n'est pour le coup absolument pas nécessaire dans le film. Autant elle était indispensable dans The Social Network, autant elle était pas indispensable mais assez importante dans Gone Girl. C'est dommage parce que l'histoire était pas du tout inintéressante, mais je trouve que c'était pas David Fincher qui devait faire ça, c'était un autre réalisateur, parce que là on est sur quelque chose que Fincher n'a jamais fait et fait assez mal, puisque je trouve que c'était vraiment ennuyant. La mise en scène était plate, monotone, insipide. Par contre, quelque chose qui ne change pas chez Fincher, c'est les acteurs qui sont exceptionnels. Gary Oldman et Amanda Seyfried ont été tous les deux nommés à l'Oscar du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Donc loin d'être le meilleur Fincher, mais voilà, on en reparlera très vite fait plus tard quand je vous parlerai brièvement de mon classement de ces films. Et on termine pour sa filmographie avec forcément son dernier film qui est sorti il y a quelques semaines, en 2023, c'est le film The Killer. On y suit, comme son nom l'indique, l'histoire, l'aventure d'un tueur en série qui, après avoir échoué à une mission, va entamer une sorte de course contre la montre entre ses employeurs et lui-même, partout à travers le monde. C'est inspiré d'une bande dessinée, d'un roman graphique français, sorti entre 1998 et 2014, et c'est écrit, comme je l'ai dit tantôt, par Andrew Kevin Walker, qui a scénarisé Sleepy Hollow, mais également Seven. J'étais assez hypé au début parce qu'on nous promettait un tueur en série solitaire, a priori nomade, extrêmement discret, donc ça c'était vraiment dans le premier chapitre, parce que le film est divisé en 6 chapitres je crois. Et donc le premier chapitre était à ce niveau-là très prometteur, et je trouve que dès le deuxième chapitre, tout est gâché. On apprend qu'il a une copine, qu'il a une maison, que des gens le cherchent pour se venger, bref, c'est pas super cohérent et c'est assez décevant. Ça décrédibilise le mec au final. Le tueur n'arrête pas de répéter tout au long du film en voix off les règles d'un bon tueur en série, règles qu'il ne respecte absolument pas. Donc là encore une fois ça le décrédibilise. On est à nouveau sur un film assez différent scénaristiquement de David Fincher. Il n'y a pas forcément de message, on est sur une histoire assez simple, assez basique, qui suit un tueur qui veut venger sa copine, une copine qu'on a vue 15 secondes. Ça me fait un peu peur, j'ai un peu peur que comme avec Mank, en ayant vu Mank et The Killer, qui sont tous les deux des films Netflix, j'ai peur que Netflix prive Fincher d'une certaine autonomie, d'une certaine liberté artistique qui est pour moi indispensable au cinéma, et surtout dans des mecs qui savent faire leur propre film comme lui, et qu'il a toujours très bien fait. Parce qu'avant on avait des films divertissants et profonds, et depuis qu'il y a Netflix, c'est juste divertissant. Enfin, en tout cas, ici, c'est juste divertissant. Et Mank, c'était ni l'un ni l'autre. Il y a peut-être juste ici qui revient le thème de l'instabilité psychologique. Mais c'était beaucoup plus intéressant, je trouve, quand c'était fait via d'un point de vue des victimes et pas du point de vue du coupable. On peut même pas dire que le thème de la dangerosité du monde soit abordé, puisqu'on suit le film du point de vue du tueur et pas du point de vue des victimes. Après, ça reste un film qui est techniquement propre à Fincher, beaucoup plus que Mank. Ça fait plaisir de retrouver certaines habitudes techniques que Fincher nous avait proposées dans beaucoup de ses précédents films. La narration en voix off, notamment les mouvements de caméra, le nombre assez important d'inserts, une photographie peut-être plus travaillée aussi, même si le montage en général restait un peu trop basique, un peu trop Netflix. Le film reste assez divertissant, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Fincher, en tout cas dans ce film-là, fait bien ce qu'il avait à faire. C'est juste dommage qu'on n'ait pas eu droit à plus. Le début du film est à nouveau assez cool, et les acteurs sont pas mal, donc c'est pas non plus un film catastrophique, mais pour un film de David Fincher, j'ai été déçu. On passe très brièvement à mon classement de ces 12 films. Il faut savoir que ce classement sera disponible sur Letterboxd, sur mon profil Letterboxd, je vous mets le lien dans la description. C'est une sorte de réseau social, mais
réservé aux cinéphiles, j'ai envie de dire, où tu peux mettre tes propres listes, tes propres classements, les publier, et c'est très cool. Et j'ai publié tous les classements disponibles sur ma chaîne YouTube, sauf certains qui sont encore mis en privé. Bref, à la 12e place, Manque, j'ai pas aimé, c'est chiant, c'est pas du Fincher, ça aurait pu être réalisé par n'importe qui, et l'histoire aurait pu être intéressante, mais ce qui est raconté ne l'est absolument pas. 11e place, The Game, c'est pas un mauvais film, mais j'ai pas compris la fin, je l'ai pas aimé, et c'est peut-être techniquement un peu moins divertissant, je trouve, le rythme est pas fou. 10e place, Alien 3, c'est du Fincher, mais du Fincher assez timide, il n'y a pas vraiment de grandes thématiques ou de messages comme Fincher aime nous proposer, et voilà, c'est un film Alien basique, c'est un film de science-fiction basique, et ça s'arrête là. 9e place, The Killer, j'ai été déçu, je viens de vous en parler, j'ai trouvé le mec pas très crédible, et voilà, après ça reste divertissant, les acteurs sont pas mal, mais voilà, niveau des messages, il n'y avait rien, niveau des thématiques, il n'y en avait pas tant que ça, donc voilà, j'espère que Netflix va lâcher la grappe à Fincher. 8e place, on rentre dans les bons films, Millennium, j'ai bien aimé, c'est pas le rythme le plus soutenu, mais c'est pas mal, les personnages sont attachants, l'histoire est cool. Maintenant, le côté James Bond à la Fincher, j'ai pas été convaincu du tout. Donc voilà, mais ça reste pas mal. 7e place, Zodiac, film policier très divertissant, très captivant, un peu long, mais ça va, franchement, ça se ressent pas tant que ça. Les personnages sont peut-être pas assez développés, mais pour ce qui est du personnage principal, oui, donc c'est le principal. 6e place, Panic Room, c'est pas le film le plus intéressant de Fincher, le plus profond, mais c'est très divertissant, c'est palpitant, il y a quand même les thèmes qu'on retrouve chez Fincher, on est sur sa meilleure réalisation, 100%, et les acteurs sont pas mal. 5e place, The Social Network, on y apprend pas mal de choses, même si c'est à prendre avec des pincettes. Jesse Eisenberg est incroyable, les thématiques sont assez différentes, mais ça reste très intéressant. Et le film passe super vite, c'est très dynamique et c'est très agréable à suivre. 4e place, on rentre dans les chefs-d'œuvre. Fight Club, désolé, je l'ai mis à la 4e place, mais c'est franchement, je trouve que les 4 premiers se valent tous. Fight Club, bah, chef-d'œuvre du cinéma, un twist absolument dinguissime à la fin, des acteurs exceptionnels, une réalisation magnifique, une photographie hyper travaillée, un scénario très inspirant, très intéressant. 3e place, Benjamin Button, enfin l'étrange histoire de Benjamin Button, une histoire hyper belle, des acteurs géniaux, c'est hyper touchant, c'est des thèmes un peu plus légers que d'habitude, mais je trouve que ça lui va très très bien aussi à Fincher quand il a envie de faire ça. Et voilà, c'était très apaisant, très agréable à voir comme film, d'un point de vue scénaristique comme technique. À la 2e place, Gone Girl, peut-être l'histoire la plus simple de Fincher, mais peut-être la plus efficace, enfin une des plus efficaces. Et voilà, encore une fois, Ben Affleck et Rosamund Pike sont géniaux. Le film nous fait jongler entre différentes options, opinions par rapport à certains personnages, par rapport à ce qui se passe dans le film, et c'est génial, ça crée une vraie interaction. Et c'est palpitant, c'est très divertissant, le rythme est incroyable, j'ai adoré. Et forcément à la première place, je ne pouvais mettre un autre film que Seven, chef-d'œuvre inconditionnel de David Fincher. Un film extrêmement palpitant, captivant, divertissant, tout ce que vous voulez, des acteurs parfaits, le thème principal du film extrêmement original et super divertissant, des thématiques et des messages que Fincher adore et qu'il met en scène parfaitement bien ici. Bref, j'ai adoré, c'est mon film préféré de Fincher, c'est un de mes films préférés tout court, et peut-être mon film policier préféré, je pense largement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce clap, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la filmographie de David Fincher, et pourquoi pas votre classement de ces films. Je vous invite à regarder tous les films de Fincher, sauf peut-être Manque, c'est pas indispensable. On se retrouve dans quelques jours pour le dernier point ciné d'ici la fin de l'année. D'ici là, je vous dis à très très bientôt. Salut!